Éric Branca, vous êtes journaliste historien, connaisseur du gaullisme, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, à côté de M. Rousset, nous allons parler de votre livre L'Ami américain, qui a été réédité vu l'intérêt pour cet ouvrage et pour la situation internationale, des tensions internationales hors normes, hélas. Marc Rousset, ancien haut dirigeant d'entreprise, économiste, docteur et sciences économiques, vous avez écrit le livre Notre faux ami l'Amérique. Et vous citez parfois, Monsieur Branca, dans votre ouvrage. Chapitre entier. C'est pour ça, à ce titre-là également, pour moi, c'était intéressant de vous réunir tous les deux aujourd'hui. Je vous rappelle le contexte tragique des relations franco-russes que vous connaissez mieux que moi. Il y a 3 points. Donc, tout récemment, le président français Emmanuel Macron a dit qu'il autorise l'Ukraine à frapper la Russie sur son territoire avec les missiles occidentaux. Deuxièmement, il y a apparemment des instructeurs français qui sont arrivés en Ukraine. Et troisième point, on est le 3 juin, dans quelques jours, la commémoration du débarquement en Normandie. La Russie n'est pas invitée, ce qui n'est pas une surprise en soi, mais ça en dit long. Et moi, j'aimerais bien justement commencer par ça. Monsieur Branca, vous décrivez en détail le refus du général de Gaulle de commémorer le débarquement. C'était en 1963. Et je cite, 64. 64. C'était pour le 20e anniversaire. Exact. Et je cite le général, que vous citez dans votre livre. Vous voudriez que j'aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation du pays? Est-ce que cette histoire est oubliée? On a une autre lecture de cette histoire-là? Je crois que cette lecture est oubliée depuis une vingtaine d'années, même un peu plus d'ailleurs, parce qu'on n'apprend pas dans les programmes scolaires, bien qu'on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, on n'apprend pas les projets américains d'occupation de la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était une occupation temporaire, bien sûr, pas définitive, mais les États-Unis, au moment du débarquement, n'avaient pas reconnu le gouvernement du général de Gaulle, le gouvernement provisoire, qui était pourtant formé à Alger, qui réunissait l'ensemble des partis politiques, du Parti communiste à la droite, et qui avait résisté, et il n'était pas reconnu. Et donc, les Américains avaient prévu un gouvernement militaire, d'occupation militaire. Le mot Amgot, c'est gouvernement militaire des territoires occupés, avec une monnaie papier qui s'appelait la monnaie drapeau, où le franc et les insignes de la République étaient oubliés. Et donc ça a été toute le challenge de Gaulle, pardon d'employer un mot américain, mais le challenge de Gaulle dans les premiers jours qui ont suivi le débarquement, d'éviter que ce gouvernement provisoire soit mis en place et que cette monnaie soit mise en circulation, car ça aurait été évidemment irréversible. Je vous rappelle que le nom de code du débarquement, c'était Overlord. Peu de Français, et j'imagine qu'en pendant les commémorations qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu, on ne va pas le rappeler aux Français. Que veut dire Overlord en anglais? Ça veut dire suzerain. Suzerain. Et donc, qui dit suzerain dit vassal, dit vassaux, et vous avez là l'explication du refus du général de participer à la commémoration du 20e anniversaire qu'il a laissé aux militaires, tout en rendant hommage, jusqu'au bout d'ailleurs, aux soldats américains qui ont donné leur vie pour la libération de la France, parce que ça, les soldats américains ne sont pas du tout en cause. Il y a eu des combats héroïques auxquels ils ont été mêlés, d'ailleurs des proportions sur lesquelles on reviendra peut-être, enfin qui n'ont rien à voir avec le sacrifice des soviétiques au même moment. Bref, il n'a jamais remis en cause le sacrifice des Américains, mais il remettait en cause le côté politique de l'affaire et la volonté politique des Américains de devenir les suzerains de l'Europe libérée et de la France en particulier, comme l'indique le mot Overlord. Et vous pensez qu'il est facile maintenant d'effacer le sacrifice des soviétiques, les manuels d'histoire? Est-ce que c'est encore les manuels d'histoire en parlent un peu, mais quand on voit la manière dont s'ordonnent les commémorations, on est quand même frappé par l'oubli complet du sacrifice des soviétiques. 2 chiffres quand même, 2 chiffres. 25 millions de morts soviétiques. 25 millions de morts, avec d'ailleurs beaucoup plus de civils que de militaires, un peu légèrement plus. C'est absolument hallucinant, et c'est une hypothèse basse, car il y a des hypothèses qui montent jusqu'à 27, 28 millions de morts.
Les Américains n'ont eu aucun mort civil, puisque la guerre n'a jamais été sur leur territoire. Ils ont plutôt la spécialité de la porter sur celui des autres. C'est 140 000 en Europe. C'est à peu près 400 000 en comptant le front d'Asie. Hein, et en Europe, c'est 140 000. C'est-à-dire qu'un Américain est mort pour à peu près 70 Soviétiques. Bon, eh ben, ces 70 Soviétiques morts pour un Américain, ils sont totalement effacés des commémorations du débarquement. C'est historiquement énorme et politiquement coupable. Monsieur Rosset, vous avez écrit le livre Notre faux ami l'Amérique. Oui. Le titre parle et en fait explique ce que vous pensez également de tout ce qui se passe en ce moment. En 2 mots, pour ne pas, parce que le livre il est grand, il est très détaillé, il y a plusieurs faits historiques. En 2 mots, que reprochez-vous aux États-Unis d'Amérique? Je leur reproche leur impérialisme et d'être un faux ami, puisque c'est le titre de mon livre. Et je dirais que je vais un peu crescendo par rapport au titre qui m'a inspiré de notre ami Éric Branca. Mais en fait, parce que sinon ce ne serait pas vendeur, et puis dans l'esprit des gens, si vous parlez d'ennemis, ce serait trop exagéré, mais je pèse mes mots. Faux amis, c'était pour que le livre soit accepté. Mais je pense que par certains... Alors c'est un bon titre, selon moi, mais souvent, par bien côté, puis je vais développer les 2-3 idées, l'Amérique est non seulement pas un ami, mais même un ennemi. Alors, un ennemi sur le plan culturel, civilisationnel, regardez ce que vient notre langue, voilà. La soft power, là, souvent les choses vont très très loin. Actuellement, l'anglo-américaine, la langue anglo-américaine menace toutes les langues nationales européennes. Le temps, c'est pas du tout un ami, parce que ça aboutit à ce que les Européens ne se défendent plus, perdent leur notion de souveraineté, d'identité. Et donc, le temps n'est pas là pour nous défendre, mais contribue justement à la disparition de la souveraineté européenne, au désir de se défendre soi-même. Et pour ces raisons-là, enfin, ça peut être un ami, mais disons que la Russie a plus de raisons d'être un ami pour les Européens que l'Amérique, car nous sommes voisins de la Russie, alors que l'océan Atlantique sépare géographiquement, comme Ortega y Gasset avait pu le remarquer très justement en 1937 dans la révolte des masses. L'océan Atlantique, c'est pas du tout la Seine qui traverse le monde occidental, mais c'est un véritable océan qui, au-delà même de la vitesse des avions, sépare véritablement les intérêts géopolitiques et géostratégiques de l'Europe et de l'Amérique. Donc, pour toutes ces raisons-là, sur le plan culturel, sur le plan identité, sur le plan militaire et sur le plan économique, puisque les Américains veulent objectivement, ils emploient le terme de peer competitor, hein, ça veut dire ils veulent surtout pas que nous soyons à parité avec eux. Regardez la façon dont même ces dernières discussions nucléaires se sont développées. Eh bien, au-delà des apparences, il y a une petite ligne dans le Figaro qui est présentée comme la France recouvre toute son industrie nucléaire, puisque Arabelle, maintenant, va être de nouveau en possession de EDF. Mais il y a une petite ligne. C'est à toute l'hypocrisie des généraux du Figaro, c'est que nous allons renoncer, en fait, au projet qui était, avec la Russie, de fabriquer le carburant, le combustible nucléaire pour les pays de l'Europe de l'Est, et que pour que cet accord soit signé, c'est-à-dire pour que nous récupérions ce qui était notre propriété, les Américains, depuis le contrôle par General Electric, ayant eu le toupet de remplacer certains process de production par ce qu'ils appellent le control command, n'est-ce pas? Et eh bien, il a fallu que nous abandonnions
ce projet, puisque la Rosatom voulait nous confier la licence de fabrication dans une usine en Allemagne, et nous y avons renoncé. Et l'Amérique, avec cela, ils nous font le même coup que pour le gazoduc. L'Amérique, elle, va fournir le combustible aux pays de l'Europe de l'Est qui ont des centrales nucléaires russes. Voilà une façon, comme pour le gazoduc Nord Stream qui a sauté, une façon d'augmenter notre dépendance vis-à-vis de l'Amérique. Parce qu'on a fait sauter le Nord Stream, mais c'est pour quitter la pseudo-dépendance de la Russie pour passer sous une véritable dépendance américaine. Éric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, là, une fois de plus, De Gaulle est prophétique, puisque dès les années 60, il vise directement l'hégémonie du dollar. Il essaie de lutter contre l'hégémonie du dollar, hein, qui est la cause d'ailleurs du financement de toutes les guerres que font les États-Unis à l'époque, au Vietnam et ailleurs. Bon. Et il essaie de mobiliser les Européens pour qu'on revienne à une monnaie d'échange internationale fondée sur l'or, pour échapper à l'hégémonie du dollar. Et ce qui est passionnant de voir, c'est qu'il a été très près de réussir. Puisque quand la France commence, à partir de 1962-63, à racheter massivement de l'or en l'échangeant contre les dollars dont nous disposons dans les caisses de la Banque de France, nous arrivons à nous seuls, à vider à peu près la moitié du stock d'or américain. C'est passionnant. Et en 67-68, il est tout près de convaincre les Allemands, et notamment Willy Brandt, qui est à l'époque, qui est socialiste, qui fait partie de la grande coalition conservatrice en Allemagne. Et Willy Brandt est à 2 doigts d'accepter. Et le chancelier Kiesinger, qui est très lié aux Américains, prévient les Américains de ce qui se trame, et les Américains et les Allemands vont jouer contre le franc, notamment avec les événements pendant et après les événements de mai 68. Et là, évidemment, la grande tentative de Gaulle va échouer. Mais on était tout près d'arriver à imposer au dollar des limites compatibles avec la souveraineté de la France. Pour reprendre les termes d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ingérence. Évidemment d'ingérence russe, chinoise et jamais d'ingérence américaine, puisque les amis ne peuvent pas influencer votre politique puisqu'ils sont vos alliés. Vous parlez dans votre livre également, si je utilisais le même terme, d'ingérence américaine qui a toujours existé en France, notamment la fameuse phrase de Gaulle « Ce n'est pas à Hitler que Roosevelt fait la guerre, c'est à moi ». Et j'ai l'impression, quand on lit vos livres, qu'il y a toujours le même profil de personnes, en fait, qui jouent ce double jeu, les mêmes hauts fonctionnaires, banquiers. Pourriez-vous développer Absolument. Un petit peu et faire le parallèle? La phrase que vous avez citée, elle date de la guerre, hein, puisqu'il faut rappeler que Roosevelt s'est appuyé sur Vichy jusqu'en 1942. Il s'est appuyé à Alger sur l'amiral Darlan, qui était le dauphin du maréchal Pétain. Puis Darlan ayant été assassiné, il s'est appuyé sur Giraud. Et puis jusqu'en 1944, jusqu'à la libération de Paris, il a même essayé de comploter avec Pierre Laval pour qu'il y ait un gouvernement alternatif au gouvernement de la Libération. Donc ça, c'était pendant la guerre. Donc la colère de Gaulle était dirigée contre Roosevelt. Mais sous la 4e République, les gouvernements français ont eu une attitude très, comment dirais-je, plus que soumise, ancillaire par rapport aux Américains. Et toute la politique de Gaulle à partir de 1958 va consister à dégager la France de cette tutelle, tout en restant allié des États-Unis. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on fait un mauvais procès à De Gaulle, et ça en dit d'ailleurs très long sur la manière dont les Américains conçoivent l'amitié entre les peuples. De Gaulle, lorsqu'il y a eu la confrontation à Berlin avec les Soviétiques, quand il y a eu l'affaire des missiles de Cuba, a été aux côtés des États-Unis, et il a été même le premier à dire qu'il était du côté des États-Unis à Berlin. L'affaire des missiles de Cuba, c'est tout à fait intéressant parce que c'est le pendant de l'affaire ukrainienne. De Gaulle trouve anormal que les Soviétiques puissent avoir des bases de missiles à 300 km des côtes américaines. Est-ce que vous voyez? C'est exactement le pendant de ce qui se passe lorsque l'OTAN, qui promet de se dissoudre, en même temps que le pacte de Varsovie, qui promet de ne pas intégrer un seul pays, va étendre son emprise jusqu'aux frontières de la Russie, c'est exactement la même chose. Et quand Poutine refuse
l'élargissement de l'OTAN, c'est exactement comme il est dans la même configuration que les Américains qui refusent d'avoir des fusées russes à leur porte, ce qui est complètement normal. Et De Gaulle est tout à fait du côté des Américains à ce moment-là. Et néanmoins, il est considéré comme un ennemi. Il est davantage espionné que les Soviétiques ne le sont à l'époque par les services américains. Pourquoi? Parce qu'il reste allié, mais il veut être indépendant. Il veut développer sa force de frappe sans avoir besoin de demander l'autorisation aux Américains, comme les Anglais au même moment, hein, qui ont le système de la double clé. Ils ont des missiles, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Il faut qu'ils demandent l'autorisation au Pentagone, etc., etc. Et puis surtout, il a une position très indépendante sur le Vietnam, sur les guerres que financent les Américains, etc., etc. Et donc, il est considéré comme un ennemi, alors qu'il est un allié fidèle. Et c'est ça qui est paradoxal. Donc, il y a eu en France vraiment une ingérence, mais incessante, y compris par la corruption. On peut dire beaucoup de mal de la politique étrangère américaine. Je n'en dirais pas de leur transparence en ce qui concerne les documents et la déclassification des sources officielles. Moi, je me suis servi pour l'armée américaine de documents déclassifiés par le département d'État qui sont absolument passionnants et où vous avez des diplomates, je n'en cite qu'un qui s'appelle Wells Stabler, qui était le numéro 2, le numéro 3 de l'ambassade américaine à Paris dans les années 60 et qui explique comment il corrompait les hommes politiques de la droite anti-gaulliste à la gauche anti-gaulliste. Bon, et il ne le cache absolument pas. Mais alors, ça ne serait pas de l'ingérence. C'est tout à fait extraordinaire. Non, effectivement. Monsieur Rousset, vous défendez l'alliance avec la Russie, l'alliance franco-russe, d'ailleurs c'est écrit exactement là. Nous aussi au dialogue franco-russe, évidemment, nous défendons ce lien particulier, solide et stratégique entre la France et la Russie, mais néanmoins on ne peut pas tomber dans l'anti-américanisme primaire, même si c'est compliqué, j'avoue. Vous citez vous-même les grands Américains, les penseurs, ceux qui reconnaissent le néo-impérialisme américain eux-mêmes. Et par exemple, vous citez William Blum, qui dit clairement que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tenté de renverser à peu près 50 gouvernements étrangers, dont la plupart étaient démocratiquement élus. D'où vient ma question un petit peu naïve, pourquoi les élites françaises d'aujourd'hui veulent être plus néoconservatrices que les Américains eux-mêmes? Ah ben ça c'est absolument incompréhensible. C'est absolument affolant de voir que des gens, ils ont atteint un tel degré de dépendance, d'absence de réaction au-delà du niveau intellectuel. Sur le plan géopolitique, le niveau de... je crois qu'à l'ENA, on a fait l'erreur aussi de supprimer l'histoire de France. Hein. Je pense que notre président actuel, en histoire, il connaît malheureusement pas grand-chose. Donc c'est incompréhensible en apparence. Mais tout récemment, je dois dire, voilà, malgré le nombre d'années qui passent, j'ai quand même une explication à vous donner qui est absolument affolante et qui pour moi est une certitude absolue. C'est que comment se fait-il que des gens avec le minimum de bon sens, avec un niveau de certificat d'études, madame, depuis 40 ans, de faire entrer 500 000 personnes par an qui ne sont pas manifestement capables de s'assimiler dans notre population, et on trouve ça normal, et dès que vous dites quelque chose, vous êtes un fasciste, etc. Vous voyez des gens comme on a vendu Alstom à General Electric, par exemple, en oubliant complètement toute la dépendance que ça représentait pour nous. Si l'on parle, alors qu'on avait une chance extraordinaire, je suis un fervent défenseur de la langue française. Le général de Gaulle m'avait envoyé au Québec et lui, il se battait pour un E à la fin de mon corps, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons une chance inouïe avec le Brexit, l'Angleterre qui s'en va, il n'y a plus que deux pays bilingues qui parlent encore l'anglais avec deux langues officielles, Malte et l'Irlande, n'est-ce pas? Eh bien, c'est M. Macron qui est intervenu avec Mme von der Leyen pour imposer
l'anglo-américain, langue de travail à Bruxelles, le président de la République française. Alors, lorsque vous voyez des choses comme cela, lorsque vous voyez une industrie stratégique qui est bradée, lorsque vous voyez notre langue, que son premier discours à un bol, c'était aussi en anglo-américain, ben moi j'ai une réponse qui est très sérieuse. C'est que c'est tout le problème de la soft power américaine, du plan des néoconservateurs, qui utilisent nos dirigeants actuellement comme des valets, je dis bien des valets, voire même comme des traîtres, parce que s'il y avait un gouvernement un jour patriote à la tête de certains Européens, je ne veux pas revenir à la Révolution française, mais on pourrait parler de haute trahison. Je ne dis pas selon les lois actuelles, madame, parce que selon les lois actuelles, je dis bien officiellement, vis-à-vis sur le plan juridique, il n'y a pas de trahison, n'est-ce pas? Lorsque le constitutionnel ou les juges nous trahissent, ils respectent les lois ou ils font... Actuellement, il n'y a pas de trahison. Mais je dis bien, sur le plan géopolitique, si on regarde ce qui se passe, et si demain nous changeons les lois, ce qui se passe lorsque vous avez une révolution, ces personnes-là pourraient être taxées, selon moi, de haute trahison. C'est-à-dire que Bilderberg, Young Leaders, FMI, si vous voulez avoir un poste à la Banque Centrale Européenne, si vous voulez avoir un poste à l'Union Européenne, ce sont tous des gens qui sont vendus à l'Amérique. Et comme disait le fameux écrivain, grand écrivain français dont j'ai oublié le nom, l'Union Européenne, c'est un sas de décompression pour les nations avant de passer complètement sous la coupe anglo-américaine. Donc l'explication, c'est que ces gens-là font partie d'un plan, c'est le plan des néoconservateurs, de prendre le contrôle géopolitique de l'Europe. Et comme M. Branca l'a très bien souligné dans son livre, comme le rappelle également Philippe de Villiers, le fédéralisme européen, et il y a un très beau passage que je recommande dans l'Ami américain, c'est ce passage où Éric Branca dit textuellement, il cite Étienne Hirsch qui fait une conférence à un doctorant qui fait sa thèse de doctorat, un Danois, et qui lui dit, mais vous savez, cher monsieur, d'une façon confidentielle, si on fait la CECA, c'est pas du tout pour faire l'union économique d'une Europe forte et puis d'avoir la chance d'avoir un acier européen. Non, c'est pour lancer le fédéralisme en Europe. Et si on lance le fédéralisme en Europe, c'est le plan de Jean Monnet, c'est ce qui est aussi très bien décrit par Éric Branca dans son livre, c'est pour mieux asseoir le contrôle de l'Amérique sur l'Europe, parce si les nations ne sont pas rassemblées, il est plus difficile pour l'Amérique de prendre le contrôle de l'Europe. On va revenir justement sur Jean Monnet. Effectivement, il y a plusieurs chapitres dédiés à l'Europe. Pour rebondir un petit peu sur le soft power, comme vous dites, le terme a été créé à Harvard à l'époque où justement par tous les moyens, ce que ça voulait dire dès le début, par tous les moyens, les États-Unis, l'Amérique devaient promouvoir the American way of life, donc la vie américaine, le droit de l'homme, etc. Et ma question aujourd'hui, quel est le rêve américain qui est vendu? Parce qu'il est vendu encore, et c'est très bien, et ça marche encore, et très bien même, je dirais. Surtout en France. Je crois qu'il est vendu, le principal vecteur, ça reste quand même le cinéma et la télévision. Hein. Et ça remonte très loin, puisque avant même le plan Marshall de 47-48, il y a eu des accords qui étaient un peu le versant culturel du plan Marshall, qui était le plan Bloom-Burns. Bloom, le malheureux, s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Burns était le secrétaire américain et lui a vendu la politique des quotas sur les films, sur le cinéma. Et cette politique des quotas est absolument invraisemblable, puisqu'elle prescrivait qu'on achète 8 films américains pour 2 films français par mois, et en plus importés sans droit de douane. Bon, à l'époque où le cinéma était très influent. Puis ensuite, ça a été évidemment les productions télévisuelles. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, ça a été un échec au début, parce que ça a jeté dans les bras du Parti communiste beaucoup d'artistes qui n'étaient pas du tout de gauche, mais qui étaient scandalisés qu'on sacrifie l'industrie du cinéma français. Bref, ça a quand même marché à long terme, et je crois que le soft power américain, il s'est quand même fondé là-dessus.
Hein. On parlait du débarquement il y a un instant, mais quand vous voyez le nombre de productions sur le débarquement qui montrent que les Américains, d'abord, ont sauvé le monde, ce qui est faux, j'ai essayé d'expliquer pourquoi tout à l'heure, hein, ils ont contribué, mais ils ont contribué petitement à vaincre Hitler, mais ça n'a cessé de s'aggraver. Vous regardez Le jour le plus long, 1964, c'est un film à la gloire des types qui sont tombés sur les plages, mais qui reste relativement honnête. On voit les résistants français, on voit les Canadiens, on voit les Britanniques, on voit tout le monde. À l'autre bout de la chaîne, vous avez Il faut sauver les soldats Ryan, où il n'est question que des Américains. Et aujourd'hui, quand vous demandez aux élèves du secondaire, je ne parle pas du primaire, parce qu'on n'apprend plus du tout l'histoire dans le primaire, même du secondaire, qui a gagné la guerre, c'est les Américains. Et qui a gagné la guerre au cinéma, en réalité. Au cinéma, voilà. Un petit mot sur Jean Monnet qui finalement voulait détruire De Gaulle. On sait pourquoi, ou vous en avez expliqué partiellement. Quel regard portez-vous les deux sur l'élargissement de l'Union européenne? Le début de l'Europe, quand elle est à penser, et là à aujourd'hui, la grande différence. Qu'est-ce qu'aurait dit De Gaulle en ce moment? De Gaulle n'aurait de toute façon pas accepté, difficile de faire parler les morts, mais enfin les textes sont là, une Europe sans frontières. Or l'élargissement de l'Europe, c'est justement une espèce de... On pousse l'horizon en avant depuis, depuis les grands élargissements des années 80. Bon. L'élargissement à l'ancienne Europe de l'Est, ça a été également une manière d'enfoncer un coin dans la sphère d'influence russe. Ça, c'est clair. Sans avoir tenu les promesses qu'on avait faites de dissoudre l'OTAN si le pacte de Varsovie était dissous lui-même. Donc cet élargissement, en plus, il devait être mené, et il y a encore des négociations en cours, même si elles sont au point mort, vers des pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe, comme la Turquie. Bon, c'est assez énorme. Hein. Depuis la haute antiquité, la Turquie fait partie de l'Asie. C'est pas en Europe, la Turquie. Donc cet élargissement est évidemment une manière de diluer les pouvoirs, de diluer la responsabilité, et en même temps de créer... Alors vous parliez de fédéralisme, mais je crois qu'on est même aujourd'hui au-delà du fédéralisme. Parce que le fédéralisme à l'américaine, c'est tout de même une certaine latitude pour les États membres. Il y a des États américains qui ont la peine de mort, d'autres qui l'ont pas, d'autres qui ont l'avortement, d'autres qui l'ont pas, etc., etc. Et donc il y a encore des latitudes. Ça n'est pas de l'indépendance, c'est de l'autonomie. Mais là, on est au-delà de ça, puisqu'on on vit une centralisation extrêmement rigoureuse, et même, je dirais, s'agissant des questions militaires, on est presque confronté à un coup d'État normatif, à un coup d'État juridique, puisque même les traités qui vont très loin, le traité de Lisbonne qui va très loin, qui a été imposé aux Français par Nicolas Sarkozy après qu'ils eussent dit non 2 ans avant, hein, rappelons-le toujours, eh bien même dans ces traités, les matières militaires n'en font pas partie. Donc là, cet élargissement va de pair avec une centralisation et une dépossession des souverainetés les plus élémentaires. Vous avez quelque chose à ajouter à cela? Regardez ce qui se prépare avec la pensée politiquement correcte, un commissaire qui n'a rien à voir, qui s'occupe d'industrie, de l'ancien président vous voyez qui je veux dire, le commissaire français, qui se permet Thierry Breton, de s'attaquer au problème de la liberté d'expression, de ce qu'on va dire, de créer pratiquement une censure idéologique au nom de la liberté d'expression. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette Europe, elle est vraiment dangereuse, elle est idéologique. Et puis alors, en plus, elle était censée, soi-disant, nous amener la paix. Et or, actuellement, avec l'Ukraine, elle nous amène la guerre, n'est-ce pas, au nom de son idéologie droit de l'homiste et au nom de son atlantisme, puisqu'en fait, elle est au service de l'OTAN, et puis c'est tout. L'Union européenne égale OTAN, égale c'est cette subversion, puisque je dis souvent
que l'Occident n'existe pas. Il n'existe plus. Il a existé au Moyen-Âge par rapport à l'Orient, il représentait quelque chose du temps des croisades. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Occident. Il n'y a qu'un seul empire américain dont la capitale est Washington. Voilà ce qu'il faut comprendre, voilà ce qu'avait compris le général de Gaulle, et c'est pour ça que le livre d'Éric Branca, qui est un livre que je recommande, qui est extraordinaire, c'est en fait la lutte la guerre de 30 ans du général de Gaulle contre l'Amérique, qui a été le premier à comprendre le danger que ce pays représentait pour la nation française et pour l'avenir de la civilisation européenne. Vous avez cité récemment, tout à l'heure, Le Figaro. Vous avez cité également Le Figaro, mais il y a 70 ans, il y a 60 ans. J'ai l'impression que rien n'a changé, en fait. La sortie du commandement de l'OTAN a été critiquée, mais c'était un point fort de la politique extérieure française. Figaro, à l'époque, disait « La souveraineté française n'est acceptable que sous la protection des autres ». Et on dirait que ce fossé entre la presse, les élites françaises et celles qui ont une autre vision gaulliste, souverainiste, il est énorme ce fossé. D'où vient ma question, quel est le futur en fait pour les souverainistes français dans les conditions actuelles? Dans les conditions actuelles, c'est une prise de conscience de la guerre culturelle qu'on nous a déclarée. Car vous disiez, Marc Rousset disait, De Gaulle a fait la guerre contre les États-Unis, mais il a été obligé. En fait, il s'est défendu. Oui. Il s'est défendu. Le soft power américain, je vais en donner un exemple puisqu'on est dans la période du débarquement. C'est une chose très peu connue dont je parle dans mon livre, mais vraiment, apparemment, je suis le seul à en parler, alors que mes sources, c'est le journal officiel français. C'est les débats de 1966 au moment de la sortie de l'OTAN. Les opposants à la sortie de l'OTAN accusent De Gaulle de préparer une chose épouvantable qui est l'exhumation des cadavres des militaires américains morts au moment du débarquement qu'on renverrait aux États-Unis. C'est évidemment complètement faux, c'est une monstruosité, on sait maintenant où ça a été élaboré. Ça a été élaboré par des spin doctors de l'entourage de Johnson qui, depuis 1 an, travaillaient sur cette affaire-là. Et ça a été relayé par les socialistes français, par une partie de la droite anti-gaulliste, etc. Et Pompidou, qui était Premier ministre, est monté à la tribune, a démenti tout ça, m'a dit « Mais où est-ce que vous êtes allé chercher des choses pareilles ?» Voilà le soft power. Et ça, je dois dire que les soviétiques n'ont jamais était aussi bon en soft power que les Américains. Les Soviétiques avaient des espions, comme les Américains ont des espions, ça c'est la vie, mais ils n'avaient pas des ingénieurs de la communication aussi brillants, parce que là, vraiment, il faut être vicieux pour sortir des choses pareilles. Il faut être vicieux. Et ça continue. Ça continue. Je persiste à penser, alors ça peut choquer certaines bonnes consciences, que le fameux massacre de Boucha, dont on a parlé, c'est l'alter ego de ce qui s'est passé au Kosovo, avec vous savez, d'ailleurs ça a été reconnu par le monde, le montage qui a été le prétexte d'ailleurs du bombardement de la Serbie pendant 78 jours. Le nom m'échappe pour actuellement, il est très connu, n'est-ce pas? Et la fameuse opération Fer à cheval, n'est-ce pas, qui a été inventée de toutes pièces. Et Boucha, on n'a toujours pas la liste des morts. Or, actuellement, ils ont fait une publicité énorme. Ça a été un montage au même titre que ce fameux massacre où on avait pris tout simplement des soldats kosovars morts dignement au combat face à l'armée serbe, d'ailleurs, il y en avait une vingtaine ou une trentaine, qu'on a rassemblés et on a dit ces gens-là ont été massacrés. De même que je suis persuadé que les gens tous les cadavres de Boucha étaient des Ukrainiens qui certainement, alors ça je ne me permettrai pas d'avoir une certitude, mais c'est une supposition, hein,
certainement, c'est des gens qui ont peut-être été, au contraire, massacrés par des milices ukrainiennes parce qu'ils avaient peut-être donné quelques nourritures aux soldats russes ou fait preuve de un peu trop de compréhension, mais qu'ils aient été massacrés par les troupes russes, moi je ne le pense pas. Voilà. Alors on peut en discuter. En tous les cas, l'Ukraine, à l'heure qu'il est, n'a toujours pas pu donner. Il y a eu des enquêtes de gendarmerie, la liste des morts avec des tas de questions qui étaient posées, ils n'ont pas répondu. Voilà. Nous sommes dans une crise hors norme entre l'Occident, même s'il n'existe plus d'après vous, entre la France et la Russie, hélas. Et là, j'aimerais bien justement terminer et vous poser la dernière question qui va au cœur en fait de vos ouvrages respectifs. Supposons, vous êtes pour l'alliance avec la Russie, il y a certaines personnes qui croient que bon, c'est faux, il ne faut pas, etc. C'est compréhensible et respectable. Et il y a les autres qui veulent être alliés avec les États-Unis. Pourquoi? Qui pourrait dire que finalement, on est amis avec les deux, on est en équilibre avec les États-Unis et la Russie, que demain, on peut travailler avec les deux? Vous avez complètement raison. Moi, je n'irai pas aussi loin que Marc Rousset, je ne défends pas une alliance exclusive avec la Russie, ni d'ailleurs une alliance exclusive avec l'Amérique. La grande leçon du général de Gaulle, ça a été d'abord de traiter avec des États, avec des peuples et pas avec des régimes. C'est ce qu'on ne comprend pas du tout en ce moment en France, ce qu'on ne comprend plus. C'est d'ailleurs très lié à la façon qu'ont les Américains d'analyser les rapports internationaux. On les personnalise, on diabolise l'adversaire, qui est un diable, et puis évidemment ceux qui sont pour le diable, ou ceux qui disent le diable n'est peut-être pas le diable, sont également des hérétiques. Bon, ça c'est une manière américaine de voir les choses. Mais je le répète, de Gaulle est resté tout à fait fidèle à l'alliance américaine de l'OTAN, tout en étant sorti du commandement intégré, attention, parce que ça, c'était fondamental. Le commandement intégré, on voit ce que ça veut dire être dedans. Ça veut dire répondre en tout point aux attendus dictés par l'Amérique. Donc ça, il ne le voulait pas, c'est pour ça qu'il en est sorti, et surtout pour garder une force nucléaire indépendante. Ça, c'est absolument fondamental, et c'est ce que le gouvernement actuel est en train, le pouvoir actuel est en train de sacrifier comme jamais, avec l'idée d'une mise en commun de la bombe atomique. Enfin, c'est une chose invraisemblable, invraisemblable. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur les alliances, je pense qu'on peut parfaitement rester... il n'est pas utile de dénoncer l'OTAN, mais il est utile d'avoir une politique indépendante vis-à-vis des Américains. C'est tout à fait différent. Y a-t-il un espoir? Pardon? Y a-t-il un espoir? Un espoir? Oui. Comment on va sortir de cette crise? Il faut savoir que nous, Européens, nous avons des menaces démographiques d'immigration avec le Sud, mais la Russie, c'est ce que les Européens n'ont pas compris, est aussi un pays menacé. Parce que la Russie est menacée géopolitiquement à terme. Il y a toujours un potentiel danger chinois, qu'on le veuille ou non. Je parle en tant que géopoliticien. Hein. Actuellement, il y a une alliance de circonstances justifiée. Il y a quand même le problème de l'islam dans l'Asie centrale. Vous avez le problème du Caucase, qui est une bombe. Le problème de la Turquie, qui longtemps a été l'ennemi héréditaire de la Russie. Vous avez le problème démographique de la Russie, qui fait que la Russie a suffisamment de problèmes dans son propre pays pour chercher au contraire un allié dans l'Europe. Parce qu'en fait, nous sommes dans le même bateau pan-européen. C'est ça le thème de mon livre. Nous sommes menacés aussi. Nous avons un danger migratoire. Et sur le plan économique, le rêve de l'Amérique, ça c'est officiel. Sur le plan économique, elle veut mettre notre économie en l'air. Hein. Elle fait la guerre militaire à ses ennemis, l'Amérique, mais ses ennemis, ses amis, ses alliés, elle leur fait la guerre économique. Sans pitié. On n'a qu'à voir ce qui se passe actuellement avec ce qu'ils ont essayé de faire dans le nucléaire. Et alors, pour toutes ces raisons-là, je parle aussi au problème du danger linguistique, ce rapprochement avec la Russie, c'est un projet civilisationnel, c'est-à-dire de créer, c'est le monde européen, c'est créer la fameuse forteresse USA, faire une forteresse Europe pour survivre à terme.
Je pense que c'est un problème. La vision de ce livre, c'est un projet pour les Européens au XXIe siècle. Et c'est pour ça que je me permets de le comparer aussi au choc des civilisations d'Huntington, donc je mets la barre très haut, n'est-ce pas, ou un livre comme celui de Zbigniew Brzezinski sur le grand échiquier, car nous avons un problème. Une dernière idée aussi très importante pour l'avenir européen, c'est que, comme disait Darlan, hein, l'Empire, la France sans son empire, c'est rien. Et l'Empire sans la France, ce n'est rien. Et au lieu de nous considérer comme des petits États qui avons perdu notre grandeur avec la perte de nos empires, de retrouver un espoir en regardant vers l'Est et non plus vers l'Ouest, car c'est vers l'Est. L'avenir de l'Europe est à l'Est avec la Russie. Et à partir du moment où nous aurons une position géopolitique extraordinaire qui sera comme l'Amérique dans Mackinder, nous serons l'île avec l'Atlantique à l'ouest, le Pacifique à l'est, la Russie qui nous ouvrira l'Arctique navigable, la Russie avec Vladivostok, qui sera le Hong Kong du XXIe siècle, cet Arctique qui est riche, la Russie, 20% des richesses minières du monde, n'est-ce pas? Et que nous mettons ce monde européen, nous avons des difficultés à survivre avec la menace chinoise, avec la menace américaine, et un rapprochement économique dans un premier temps, comme on le fait très justement avec le nucléaire. Il faut savoir que chaque fois que Rosatom vend une centrale nucléaire dans le monde, chère madame, c'est 1 milliard d'euros qui tombent dans les caisses de Framatome. Voilà, puisque Arabelle, c'est 1 milliard d'euros chaque fois que Rosatom vend une centrale nucléaire dans le monde. Donc, mon idée, c'est quitter, la première chose à faire, c'est l'immigration, c'est quitter le système intégré de l'OTAN. Je ne veux pas du tout je ne suis pas un ennemi mortel, automatique de l'Amérique. Je suis pas du tout, moi-même, je suis passé par les universités américaines, de Columbia à Harvard, j'ai même une belle fille américaine, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas du tout un ennemi irascible et inconditionnel de l'Amérique. Mais je dis que cette Amérique, il faut absolument qu'on se libère de sa tutelle et que nous voulons, comme le général de Gaulle, nous voulons une Europe libre, européenne et qui soit souveraine. Voilà. Or, les États-Unis, actuellement, s'opposent à ce projet. Et si l'OTAN et s'est étendu à l'Est, c'était non seulement pour menacer la Russie, mais en même temps faire main basse accroître l'emprise sur l'Europe. Il faut savoir que 62% des armements européens actuellement sont achetés aux États-Unis. Voilà. Or, l'avenir de l'Europe, c'est que le projet SCAF puisse fonctionner. Ça, ce sont des belles réalisations, n'est-ce pas? Il faut absolument... le nucléaire, l'avenir passe pour la France avec la Russie. Voilà. Merci Marc Rosset, merci Eric Branca de continuer ce dialogue et j'espère vous retrouver dans quelques temps. On va parler de bons projets, de la paix et on va tous se retrouver pour continuer le dialogue.